Comment recruter la bonne personne? Alors, imaginez-vous que vous avez 100 à investir et que je vous propose de me confier le 100 et qu'en échange, à la fin de l'année, je vous redonne votre 100 pour un magnifique retour sur investissement de 0%. Êtes-vous intéressé? Probablement pas. Peut-être que vous dites, ben, si je prenais mon 100 et que j'allais l'investir, je le confiais à quelqu'un d'autre, bien, peut-être qu'en retour, je pourrais avoir 110, donc un retour sur investissement de 10%. Donc, les gens raisonnent de la même façon quand vient le temps de se choisir un travail. Donc, les gens vont toujours analyser leur investissement dans un travail en fonction du retour qu'ils vont en avoir, le fameux ROI, le retour Return on Investment. Donc, si je me cherche un travail, c'est la même chose. Peut-être qu'à quelque part, il y a un autre employeur qui m'offrirait plus en échange du même effort, de mon même 100% que j'ai investi, qui me donnerait plus de ce que moi je valorise. Mais alors, qu'est-ce que les gens valorisent? L'autre option, évidemment, c'est de se désengager. Ça, c'est quand les gens prennent ça à l'heure au lieu de prendre ça à cœur. Donc, au lieu d'investir 100%, je vais baisser un petit peu à 90% et je vais continuer de recevoir les avantages que j'ai présentement de la même façon. Puis ça, ce qui est triste là-dedans, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte. Si vous, un de vos employés, se désengageait de 10 ou 15%, je ne suis pas certain que vous verriez la différence. Et ce qui est triste là-dedans, donc, c'est que si je t'investis 90% de mon effort et que je récolte 100, mais le retour sur investissement est de 11%, donc encore plus supérieur que si j'allais voir ailleurs. Et finalement, la troisième option, c'est quoi? C'est de s'investir davantage. Dans le sens que si on me promet de me donner 125, à condition que je m'investisse à 110, bien là, à ce moment-là, on augmente le retour sur investissement qui monte maintenant à 14%. Donc, notre objectif, en fait, c'est de proposer un projet d'emploi à quelqu'un qui va l'amener pas seulement à faire du surplace, à aller voir ailleurs ou se désengager, mais à s'investir davantage. Mais pouvoir lui promettre plus de ce qu'il aime, il faut savoir c'est quoi qu'il aime. Donc, s'intéresser à ses attentes. Alors, dans la vidéo, on va voir, entre autres, c'est quoi les meilleurs moyens pour prédire la performance, les questions inhabituelles qu'on peut poser en entrevue et finalement les quêtes irritants durant le recrutement. Alors, les meilleurs moyens pour prédire la performance, il y a une méta-étude, donc une méta-analyse, c'est un regroupement de plusieurs analyses qui ont été faites, qui résume plus de 100 ans de recherche au niveau des pratiques de recrutement. Et cette étude-là mentionne, donc parmi les 7 moyens pour prédire la performance, lesquels sont les meilleurs. Donc, je vous présente les 7 et vous allez essayer de deviner lequel ou lesquels sont les plus efficaces. Donc, est-ce que c'est un test de quotient intellectuel? L'entrevue, un test pratique, genre mise en situation, un test de personnalité, les références, l'expérience antérieure ou la graphologie. La graphologie, c'est l'analyse de l'écriture. Alors, ceux-là, on peut l'éliminer tout de suite en graphologie, même s'il y a des gens qui y croient, le taux d'efficacité est à peu près à 0%. Donc, parmi ces 7-là, vous allez être surpris d'apprendre que le meilleur moyen pour prédire la performance, c'est pas l'entrevue, c'est pas les références, c'est pas les tests, c'est pas l'expérience antérieure, mais c'est le test de quotient intellectuel. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Et puis la deuxième méthode pour prédire la performance qui est le plus efficace, c'est effectivement l'entrevue. Donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir une combinaison entre entrevue et quotient intellectuel qui va nous arriver à un meilleur prédictif parce que l'expérience antérieure, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'expérience dans une autre organisation dans le passé que ça va nécessairement se transposer en performance et en efficacité chez vous. Et pourtant, notre bon vieux réflexe, c'est de regarder tout de suite l'expérience antérieure, pas d'expérience, on met ça au recyclage. Wow, il faut le rappeler vite, il y a beaucoup d'expérience. Donc, c'est une façon un peu de challenger des idées préconçues. Maintenant, au niveau des questions inhabituelles,
Parce qu'évidemment, si on veut recruter la bonne personne, il faut trouver des façons de faire une entrevue qui est peut-être un peu différente. Alors, les questions inhabituelles, l'idée, c'est pas de prendre en flagrant défaut la personne, là, en lui présentant des espèces de questions pièges. Exemple, si tu es un légume, lequel serais-tu? Ou quel est ton animal favori? C'est pas ce genre de questions-là. C'est plus des questions style, ça veut dire quoi pour toi avoir de l'initiative? Ou encore, tu as peut-être déjà vécu une relation difficile avec un collègue ou un patron. Euh, C'était quoi les étapes? Comment ça s'est résolu? Ou encore, qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail? Ou ça peut être aussi un dilemme éthique. Exemple, tu vois un collègue faire quelque chose, X, ou ton patron te demande de toi de faire quelque chose qui est contraire à certaines valeurs, donc comment tu réagis par rapport à ça. Et puis évidemment, quand on fait ces entrevues-là, l'idée, c'est toujours de ne pas essayer de prendre la personne en défaut, c'est de l'aider à performer le mieux possible en entrevue, en lui fournissant même à la limite quelques questions à l'avance, comme si on prend la question du dilemme éthique, ou même une question de résolution de problème. Tu sais, on peut dire à la personne à l'avance, écoute, à l'entrevue, je vais te présenter une mise en situation qui est celle-ci, et puis je vais te demander de me présenter ton plan de match. Parce que dans la vie professionnelle, c'est pas toujours des urgences qui arrivent. Des fois, c'est des projets auxquels il faut réfléchir. Et l'avantage en donnant à l'avance les questions aux gens, c'est que ça les permet, eux, de mieux se préparer et vous, donc, d'évaluer leur niveau de préparation à l'entrevue. Donc, si vous donner des questions à l'avance, la personne n'arrive pas préparée, mais écoute, tu voulais-tu y répondre avec les questions? Donc, l'idée, c'est vraiment, euh, par exemple, dans une municipalité du nord de l'Ontario qui avait embauché un directeur général, une des questions qui a été soumise à l'avance au candidat, c'était, euh, ce serait quoi tes 3 premiers gestes pour revitaliser le centre-ville? Donc, vous voyez le genre de truc qui demande quand même un peu de réflexion à l'avance. Une autre façon aussi de s'assurer qu'on recrute la bonne personne, c'est d'impliquer vos employés dans le processus. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une entrevue structurée avec la personne aux ressources humaines et le gestionnaire, et après l'entrevue, on laissait chaque candidat pendant 5-10 minutes seul avec un de nos employés, on avait ciblé quelques employés qui étaient des ambassadeurs, et on leur disait, écoute, tu réponds à toutes les questions de façon honnête et le plus transparente possible. Et ce qui est le fun, c'est que les questions qui étaient posées là aux employés, ben, c'est pas le genre de questions que les gens auraient posées euh, en entrevue plus officielle. Tu sais, nous, on exigeait, par exemple, au niveau des chargés de projet, une disponibilité jour, soir, nuit, week-end, sur appel. Et puis, les gens ne posaient pas trop de questions là-dessus en entrevue, mais évidemment, la question principale que les gens posaient à nos employés, c'est on se fait-tu appeler souvent, tu sais? Puis comment on peut faire pour quand même avoir une vie professionnelle puis personnelle qui n'est pas tout le temps dérangée comme ça. Et puis après ça, on allait voir nos employés, on leur demandait leur feedback, tu sais, qu'est-ce que tu en penses au niveau du candidat. Puis honnêtement, j'écoutais pas toujours mes employés et souvent c'est moi qui se trompais. Parce que c'est sûr, si tu lui demandes ben, qu'est-ce que tu en penses, ah, je suis pas sûr, elle m'a posé des drôles de questions, ou je sais pas, j'ai un drôle de feeling, mais tu sais, c'est difficile de justifier une embauche ou pas basé sur des sentiments comme ça, mais c'est ça, c'est eux qui ont travaillé ensemble après, puis des fois, il y a des affinités comme ça que tu peux sentir tout de suite comme ça. Donc, je vais terminer avec les 4 irritants du recrutement. Puis je vous parle des irritants parce que, évidemment, si on va recruter la bonne personne puis qu'on l'a trouvée, bien, si le processus est un peu tout croche, bien, on va la perdre. Donc, tous les efforts qu'on va avoir mis avant auront servi finalement à pas grand-chose. Vous êtes souvent familier avec le phénomène qu'on appelle le ghosting. Donc, le ghosting, c'est un candidat qui ne se présente pas à l'entrevue, c'est un nouvel employé qui ne se présente pas à sa première journée. Puis évidemment, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est des choses qu'on voit quand même assez souvent, puis ça peut devenir effectivement très déplaisant. Mais ce qu'il faut comprendre comme employeur, c'est que nous autres aussi, on fait du ghosting auprès des candidats, et des fois même sans le savoir. Alors, par exemple, j'affiche un poste. Un candidat envoie sa candidature, le poste disparaît. Ah, est-ce que le poste a été comblé? Est-ce qu'ils ont reçu ma candidature? Est-ce que ma candidature a été rejetée? Est-ce que le poste a été comblé à l'interne? Est-ce que le poste a été aboli? Tu sais, il y a plein d'affaires où ben, tu sais, on dit aux candidats, écoute, seuls les candidats
retenus seront contactés. Mais tu sais, moi, je pense qu'on n'est plus rendu dans cette époque-là. Là. C'est comme si tu avais un client, tu avais un commerce, il y avait un client qui venait chez vous, et puis tu t'occupes pas de lui, tu dis, ben écoute, ça te tente de passer une commande, puis on verra si ça nous tente de te servir. Donc, tu sais, c'est important que l'expérience candidat elle soit vraiment top-notch, comme on dit. Donc, éviter justement de faire du ghosting et de prendre le temps de recontacter les gens qui ont pris le temps de vous soumettre leur candidature et de leur expliquer en toute transparence, écoute, pour cette fois-ci, malheureusement, ce ne sera pas possible parce qu'on cherchait quelqu'un avec plus ce genre d'expérience-là, mais je t'invite quand même à nouveau envoyer ta candidature pour les prochains postes qu'on va avoir d'affichés qui correspondent peut-être plus à ton profil. Donc, évidemment, ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Donc, nous autres, on fait du ghosting, des fois, on ne s'en rend pas compte. Alors, on se met maintenant dans la perspective du candidat. Les 4 principaux irritants lors du recrutement. Le premier irritant, c'est le manque de communication. Alors, je viens d'expliquer, tu envoies ta candidature, il ne se passe rien, personne ne te recontacte, on promet une réponse pour telle date, ça ne répond pas. Un peu désagréable. Deuxième irritant, c'est trop long. Un processus qui est trop long, c'est sûr que le candidat, il va recevoir probablement d'autres offres à gauche puis à droite. Donc, il faut vraiment optimiser votre processus le plus possible. Je me dis, s'il y a un hôpital qui est capable de recruter des infirmières en 2 heures, on est probablement capable de faire quelque chose de mieux nous aussi. Donc, si on fait des portes ouvertes, confirmer l'embauche sur place, si on fait des entrevues éclairs, donc un processus qui est vraiment plus rapide. L'autre irritant, c'est la divergence entre le poste et l'annonce. Parce que là, évidemment, tout le monde essaie d'être innovateur au niveau de l'affichage de poste, on essaie de se démarquer, on trouve des petits titres le fun, on marque rechercher ingénieur de la salubrité. Mais si tu cherches un concierge, là, on est mieux d'appeler les choses par leur vrai nom. De toute façon, c'est comme ça que les gens font des recherches avec des mots-clés sur les portails d'emploi. Et surtout, on veut s'assurer que ce qu'on promet, ben, ça correspond à la réalité au niveau des responsabilités, au niveau de l'environnement de travail, tout ça. Donc, éviter la divergence entre l'offre et la réalité. Et le quatrième irritant lors du recrutement, c'est un mauvais déroulement. Je me présente, le comité n'était pas prêt, ça a l'air mal organisé, une mise en situation qui n'a pas rapport, des questions bizarres comme je disais tantôt. Donc, évidemment, l'ensemble de ces irritants-là pourrait faire que vous allez pas réussir à recruter la bonne personne, même si vous avez fait tout ce qu'il fallait avant pour cibler le bon profil, faire le bon processus d'entrevue pour identifier, prédire le mieux possible la performance, en posant des bonnes questions, pas des questions pièges, mais des questions qui sont plus comportementales à l'entrevue. Évidemment, si le processus est mal organisé, mais malheureusement, vous n'arriverez pas à vos résultats. Alors sur ce, je vous souhaite le plus grand des succès et à bientôt.